on va aller pour aborder le deuxième panel, qui lui est très très important, comme le premier, comme le troisième et comme le quatrième. D'accord? Et j'appelle à mes côtés Monsieur Hillel, vice-président de l'université Chouaib Doukali, s'il vous plaît. Merci, c'est Hillel. Madame Rabhi Dounia, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame Rabhi Dounia. Et qui est professeur à l'université Chouaib Doukali. Et normalement en route, Monsieur Mohsin Lakhdissi. Est-ce qu'il est arrivé? Madame, monsieur? Magnifique. De retrouver Mohsin, c'est très très sympathique. Oh, vous pouvez même aller, madame, on va vous mettre au milieu, entre deux hommes, si vous le permettez. Superbe. Mohsin, bonjour. Un plaisir de te revoir. Ça va? Je vais rien. Merci beaucoup. Merci. Wow. Superbe. Les professeurs, restez avec nous. Nous allons réfléchir, et comme je le fais comme d'habitude, je vais essayer d'introduire ce panel 2 qui va traiter de l'université entreprise. Eh oui, c'est véritablement, je pense, le nerf de guerre, peut-être avant le financement et avant l'accompagnement. Madame, messieurs, marhaba bikoum maaya, faites le panel numéro 2. Je contextualise et je pose les questions pendant 45 minutes pour que vous soyez rassurés et nous passons aux 5 questions de l'audience. Ça vous va? Super. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorable assistance, dans le cadre de ce panel, une réflexion doit être menée. Et avec votre aimable permission, on pourrait penser que la promotion de l'entrepreneuriat étudiant ne soit pas la première prioritaire dans le système supérieur marocain. C'est des études, c'est des recherches sur lesquelles je me base. Chiffre à l'appui. Un pays comme le nôtre, comme le mien, que je chéris et que j'aime, qui délivre 80 000 diplômes par an au niveau du supérieur et crée 30 000 emplois, bon an, mal an, tout niveau de qualification confondu, a probablement un problème structurel de qualité de son capital humain et, bien sûr, d'insertion professionnelle de sa jeunesse. Paradoxalement, le royaume du Maroc, le royaume aux 1000 royaumes, fait partie d'un petit club de pays où l'accès à l'emploi est plus difficile pour le porteur d'un diplôme supérieur. Nous avons un taux de chômage important que pour un non-diplômé. D'où la question de l'amélioration de l'employabilité. Et c'est là où quelques chiffres, nous avons, d'après quelques chiffres que j'ai réussi à avoir, 700 000 étudiants dans l'enseignement supérieur, 670 000 dans le public, 30 000 dans le privé, égale représentation des deux sexes dans l'enseignement supérieur, hommes-femmes, mais pas le même rapport à l'entrepreneuriat. Et là, il y a un problème, peut-être, d'injecter l'entrepreneuriat dans l'ADN de l'enseignement supérieur. On se dit, et il se dit, mais peut-être que l'université ne fait pas assez de communication à ce niveau, qu'il y a un déficit d'offre pédagogique. Et enfin, un faible taux de transformation des porteurs de projets par les étudiants. Attention, ce n'est pas un tableau noir que je suis en train de mettre en place, on touche du poing, et j'ai eu le plaisir, durant les 2 semaines qui ont précédé, d'animer pas mal de séminaires sur l'emploi, au niveau mondial et marocain, et on a touché toujours qu'on forme beaucoup plus de personnes qui ne sont pas faites pour l'emploi. Mais c'est vous les experts, mais dans un premier temps, Monsieur le vice-président, je voudrais savoir quel est l'état des lieux actuel de cette relation entre l'entreprise et l'université, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour cette rencontre sur la croissance et l'emploi. Alors,
Pour connaître la relation entre l'université et l'entreprise et essentiellement le rôle que peut jouer l'université dans la formation des jeunes. Juste rapidement, les missions de l'université, c'est la formation, la recherche, mais aussi dans la loi, c'est inscrit comme un moteur de développement local, provincial, régional. Ça, c'est une mission. Donc, nous participons à plusieurs études pour les entreprises quand ils rencontrent des problèmes, aussi pour le secteur administratif, socio-économique, comme les provinces, quand ils ont des problèmes à résoudre. Et nous menons des études, donc c'est un moyen comme moteur de développement. Alors, au début, l'université, c'était quoi? C'était un lieu, un endroit des acteurs centrés autour du savoir. C'est ça la première mission de l'université. C'était développer, créer le savoir, développer le savoir, diffuser le savoir. Mais avec le temps, les choses ont changé. Alors, il ne fallait pas seulement le savoir, mais développer aussi chez les jeunes, parce que, comme vous le savez, nous recevons des jeunes à l'âge de 17 ans, 18 ans, 19 ans. Ils sortent 23, 25, 28 ans. C'est une période très, très importante dans la vie humaine. C'est une période très importante. S'il est bien formé, s'il est bien encadré, s'il est bien épanoui durant toute cette période, c'est une personne merveilleuse, c'est une personne contente. Sinon, c'est l'inverse, c'est une personne aigrie, triste et qui n'est pas vraiment intéressée par ce qui se passe autour de lui. Donc le savoir, c'était le centre de gravité de l'université. Maintenant, et on était obligé d'évoluer, les universités étaient obligées d'évoluer pour aller plus vers un savoir-faire, un savoir-être, un savoir-vivre. Et aujourd'hui, c'est des compétences. Il faut donner des compétences à ces jeunes qui sont entre le secondaire et le marché de l'emploi, c'est l'université. Donc le centre de gravité s'est déplacé. Tous les acteurs, c'est l'étudiant qu'ils mettent au centre. L'étudiant. Alors, ce n'est pas seulement un savoir, mais c'est aussi des techniques de communication, des choses transversales et l'entrepreneuriat. Donc, pourquoi l'entrepreneuriat? Parce qu'on a vu que le marché de l'emploi se développe, le marché de l'emploi évolue et l'université était obligée de suivre. Les premiers modules d'entrepreneuriat ont été introduits en 2009 avec l'arrivée du programme d'urgence. C'était une période très difficile, critique à gérer, mais avec l'accompagnement des organes spécialisés dans ce domaine, la CGEM, FE Maroc, INGES, Entrepreneuriat et d'autres associations, on a pu mettre en place ce module d'entrepreneuriat. Et nous avons toujours essayé d'avoir le lien avec les besoins du marché de l'emploi et avoir une adaptabilité entre la formation et les compétences demandées. Ce qui rend la mission difficile. Nous arrivons, quand j'entends par exemple, excusez-moi de le dire, que l'université forme des chômeurs. Mais c'est quoi l'université? Pour résoudre un grand problème, il faut, ce qu'on sait, il faut le diviser, le saucissonner et résoudre les petits problèmes, c'est plus facile. C'est quoi les universités? C'est deux composantes. Des établissements à accès régulé. Des établissements à accès régulé. Ils marchent très très bien. Les lauréats de médecine, les lauréats ingénieurs, les lauréats des écoles de commerce, les lauréats des écoles de technologie, les TUT, ça marche très bien. Mais les établissements à accès ouvert, ça c'est la Constitution. Et tout le monde a droit à une place dans l'enseignement supérieur. Ce qui est difficile, c'est adapter la masse dans ces établissements avec la qualité de la formation. Et ça dépasse les universités, il faut le dire franchement. Quand vous avez des établissements à accès régulé qui marchent très bien, ou bien des filières, même des filières licences professionnelles, des filières master, dans les établissements à accès régulé, ça marche, dans les établissements à accès ouvert, les facultés, ça marche très très bien. Deuxième point, donc premier point, c'est l'adaptation entre la masse et la qualité. Très difficile d'enseigner l'informatique dans un amphi de 400.
Ça n'a pas de la qualité. Mais on est obligé. Très difficile d'enseigner l'entrepreneuriat devant des classes de 200, 300. C'est pas du travail. Première chose. Deuxième chose, il y a des filières qu'il faut revoir. Et l'université n'a pas l'autonomie de décider dans tout ça. Il y a aussi le politique. Il y a des filières qu'il faut fermer. Mais il y a un besoin, mais il y a un politique derrière. Il faut les laisser ouvertes. Et il y a des étudiants qui s'inscrivent dans des filières. Dans ces établissements aussi, vous avez des établissements qui marchent très très bien. Les établissements qui enseignent la gestion, le commerce, ça marche très très bien. Mais les établissements sciences et techniques, comme faculté des sciences, le secteur de formation, il est difficile, il est lourd. Je forme un licencié, un lauréat licence en chimie, c'est pas facile qu'il trouve un emploi vu le secteur. Ce qui est demandé, c'est plus le tertiaire que le secondaire. Donc, et nous essayons de rattraper tout ça, d'accommoder, d'essayer d'adapter au maximum. En plus de ça, je vais dire une chose. La mission de l'université n'est pas d'assurer un emploi à chacun de ses lauréats. Non, ce n'est pas de ses missions. Mais elle est dans l'obligation de former des gens employables. D'où les formations transversales, y compris l'entrepreneuriat. Il n'y a pas que l'entrepreneuriat, il y a les techniques de communication. Il y a l'informatique, les outils d'information et de communication. Il y a aussi les langues. Et on a d'énormes problèmes dans la langue d'enseignement. On est tous d'accord pour l'enseignement des langues. On peut enseigner l'arabe, le français, l'anglais. Et quand je dis le problème de langue, ce n'est pas seulement dans le français ou l'anglais, même dans l'arabe. Donc, mais quelle est la langue d'enseignement qu'on veut? Il faut qu'on tranche sur ce point. Entre le secondaire et le supérieur, il y a une vraie barrière linguistique. En plus de ça, les lauréats, il faut que l'environnement extérieur absorbe ces lauréats. Il y a à peu près, vous l'avez dit, il y a à peu près 90 000 diplômés par an. Est-ce que notre tissu économique se développe pour avoir... Il y a des expériences, 10 000, 30 000 par an, mais il faut qu'on ne vise pas 10% dans tel projet ou 1% et on applaudit, on dit qu'on a réussi. Non, non, il faut qu'on vise la masse, les 90, les 85%, les 90. Si on arrive à des chiffres de cette manière, on dit que 80%, au lieu de dire 5%, et on est très content, on est très heureux. Donc voilà à peu près les difficultés que nous rencontrons. Et nous ne cherchons pas à former des têtes très pleines. Maintenant, ça change. On veut des têtes, on forme des têtes bien structurées, bien organisées, aptes, ouvertes. Il n'y a pas que l'université qui doit se jouer de ce rôle. Ça doit remonter de l'éducation de la famille, de l'éducation qu'on donne à l'école. Et nous, on est dans l'université, on forge, on essaye de donner la touche finale avec le savoir technique, avec les transversalités. Voilà. Merci Sehilal pour ce tableau que vous nous avez un petit peu, vraiment, avec une espèce de transparence qui vous donne tout le mérite. Vous avez parlé pendant des décennies, l'université a été concentrée sur le savoir. Changement de paradigme aujourd'hui, avec un entrepreneuriat qui est jeune, parce que vous avez cité 2009, donc c'est encore tout jeune, ça fait même pas 10 ans que les modules ont été introduits en faculté. Vous avez souligné l'adaptation de la masse à la qualité de la formation, que vous n'êtes pas si autonome que ça, qu'il y a derrière un processus politique aussi, d'accord? Il est vrai que dans les écoles de commerce, ça marche de façon plus fluide, mais dans les autres filières, ce n'est pas véritablement le cas, si je m'aventure à vous résumer un petit peu dans ce processus. Madame Rabhi, quel est le processus de collaboration que vous pouvez envisager entre l'université et l'entreprise? Comment vous le voyez, avant de donner à Mohsin Tressi, qui lui est entrepreneur, qui est patron de la société Neoxia Agridata et qui va nous donner également son avis. Oui, Madame Rabhi. Alors, merci. J'en prie. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation pour cette belle initiative. Donc, comment envisager la relation entreprise-université?
Alors, on sait que les réformes qui ont été mises en œuvre, on sait que vous avez parlé du problème de chômage, par exemple. Par exemple, on sait que le chômage, il touche surtout les jeunes diplômés. Par exemple, on a en 2015, 30% du chômage des jeunes de 15-24 ans et on a 20% des jeunes diplômés supérieurs. Donc, pour faire face à ce problème, l'État, bien sûr, il met en œuvre des dispositifs pour accompagner les étudiants et également pour promouvoir l'auto-emploi. Alors, maintenant, la relation, c'est que déjà, il y a eu la réforme LMD. Donc là, ça permet un rapprochement entre le monde universitaire et le monde d'entreprise. Il faut également... Cette réforme LMD a accentué le rapport école-entreprise. C'est plus important. Finalement, alors pour le système LMD, c'est vrai que l'objectif c'était pour qu'il y ait un rapprochement, parce qu'avant il y avait le monde théorique qui est largement loin du monde de l'entreprise, mais avec les formations, par exemple, on a mis en place des licences professionnelles en relation avec l'étude de marché. Bon, là je vais parler d'un principe, c'est le principe de la prospective, c'est-à-dire qu'il faut instaurer un système parce qu'on sait qu'avec la digitalisation, avec les mutations de l'environnement, on a la disparition de certains métiers et l'apparition de nouveaux métiers. Si je parle de la génération Y, donc la génération Y, c'est une génération qui est hyper connectée, qui est très exigeante. Par exemple, d'après des témoignages dans des entreprises, c'est très difficile de fidéliser la génération Y. Pourquoi? Parce ils ne veulent pas l'autorité, ils ne veulent pas la hiérarchie, et donc ils sont plus, c'est-à-dire ils veulent plus chercher l'auto-emploi. Donc, et vous le sentez, Madame Labris, chez les jeunes aujourd'hui, de vouloir un petit peu, ils sont plus connectés, plus digitalisés, d'un petit peu d'auto-emploi? Oui. Donc maintenant. Vous êtes dans quelle filière? Vous enseignez quelle filière? Je suis économiste et j'enseigne. Donc je suis responsable du master management des ressources humaines à la faculté polydisciplinaire Jedida. Alors quand on parle de l'entrepreneuriat, on a 3 éléments. On a l'incertitude, on a le risque et on a l'innovation. Donc si on veut préparer ou bien former de bons entrepreneurs, il faut leur apprendre à innover, parce que quand je parle d'innovation, ce n'est pas uniquement les caractéristiques technologiques, mais c'est également l'innovation organisationnelle, apporter une idée innovatrice. Donc là, il faut leur apprendre. Donc c'est pour ça qu'on passe d'une formation unilatérale à un échange. Donc un échange où, c'est-à-dire par exemple, quand je parle des filières master spécialisées, on a un stage de 6 mois. Donc là, il est dans le monde entreprise, il part avec des problématiques qui touchent le milieu des entreprises. Alors maintenant les étudiants ou bien les individus de façon générale, quelles sont les motivations d'entreprendre? C'est qu'il y a 2 motivations. Soit je veux devenir entrepreneur, soit par nécessité, soit par opportunité. Parce que des fois, on trouve des personnes qui sont salariées, qui ont un revenu stable, mais ils cherchent à saisir des opportunités. Soit parce qu'ils ont des conditions défavorables dans l'entreprise où ils travaillent, soit parce que le salaire, des fois, le statut salarié, ça bloque l'initiative, ça bloque l'autonomie, ça bloque le dynamisme, la prise d'initiative, etc. Donc soit par opportunité, soit par nécessité, parce que tout simplement, j'ai pas pu accéder à un emploi, donc notamment avec le chômage élevé des diplômés supérieurs. Alors, maintenant, les problèmes qu'ils rencontrent, bon, je ne vais pas parler du financement ou autre, puisque
mon intervention, c'est surtout par rapport à l'université. Alors, déjà, je parle du cadre de la faculté polydisciplinaire El Jadida, c'est qu'elle a mis des actions pour promouvoir l'entrepreneuriat. Donc, déjà, cette année 2017-2018, on a démarré une licence professionnelle intitulée Entrepreneuriat et Management des organisations. Donc là, c'est pour sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat. On a également mis en place un master en management des organisations de l'économie sociale et solidaire. Parce que là, quand on parle de l'entrepreneuriat, on s'intéresse particulièrement à l'entrepreneuriat social pour répondre à des besoins économiques et sociaux en même temps. Et là, je peux prendre le cas, par exemple, des coopératives, des associations, etc. Donc, maintenant, les blocages qu'ils peuvent avoir, c'est que des fois, on a un manque de confiance des parties prenantes. Donc, soit pour le financement, soit avec les banques, soit avec d'autres partenaires. On a le problème également de risque, c'est-à-dire est-ce que je vais réussir, est-ce que je peux m'imposer sur le marché avec la concurrence qui existe, etc. Moi, et ce que je propose pour réussir l'entrepreneuriat, donc d'un côté, je reviens au principe prospectif, c'est que parce que là, je fais appel également à la vision stratégique du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Donc, c'est la vision stratégique 2015-2030 qui vise à rapprocher et à chercher à contractualiser les relations entre l'entreprise et l'université et les parties prenantes. Pourquoi pas impliquer les entreprises dans l'élaboration des programmes? Parce que des fois, on enseigne des matières et après, quand on pose la question, par exemple, j'ai eu un témoignage d'un étudiant qui a créé sa propre entreprise, mais il dit qu'il y a toujours une concordance entre ce qu'on enseigne et les éléments dont il a besoin. Donc là, il faut revoir, et c'est pour ça qu'on parle de la prospective, c'est qu'on ne va pas mettre en place des formations qui vont rester les mêmes. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui évolue. Il faut s'adapter au changement. Et donc, donc chaque année, on peut revoir, par exemple, si je prends le cas du CNPN 2014, on a, par exemple, je vais ouvrir un master spécialisé, ça dure 3 années, mais après 3 années, il y a une évaluation, on va voir quelles sont les faiblesses, quelles sont les difficultés, faire un diagnostic pour voir peut-être ce module, il sera remplacé par un autre, peut-être, donc là, c'est-à-dire, en concordance avec l'évolution des métiers, avec le marché de l'emploi, le bassin de l'emploi, le besoin des entreprises, etc. Alors, je voulais juste savoir, par rapport à ces masters que vous dédiez à l'entrepreneuriat, est-ce que le corpus pédagogique implique également des entrepreneurs qui viennent à titre de vacataires, par exemple, enseigner des modules spécifiques, ou est-ce que c'est juste des professeurs engagés qui sont impliqués pour apprendre les basiques de l'entrepreneuriat, quoi? Alors bien sûr, quand on parle d'une licence professionnelle ou un master spécialisé, dans le cahier descriptif, on doit normalement avoir 30% de partie du volume horaire qui est enseigné par des professionnels. Et c'est respecté? Alors, c'est respecté. Ça dépend des situations. Voilà. Et là, je vais évoquer certains problèmes parce que quand on parle du mentoring de l'entreprise, quand on parle des vacataires professionnels, bon, je vais parler d'un cas concret, c'est que c'est vrai, on a besoin de vacataires, mais le problème, c'est que soit les professionnels, donc soit c'est un problème de financement, parce que tout simplement, vous savez que quand on paye un vacataire, on se base sur le diplôme. Ouais. Et donc, je donne un exemple. Donc, c'est un professionnel qui a une licence, mais il a une 30aine d'années d'expérience. Comment ça se passe, justement? Donc après, lui, il était intéressé parce qu'il veut avoir le statut d'enseigner à l'université. Il a commencé, il a animé et les étudiants, ils étaient très satisfaits. Et je voulais l'impliquer encore plus. Mais après, quand il a préparé son dossier,
Il n'a pas été accepté. Il n'a pas accepté, tout Parce simplement parce que quand je parle du cas français, en France, on ne parle pas. Il faut changer cette mentalité de diplôme. Parce que C'est des valeurs acquis. À l'entreprise, maintenant, quand on vous évalue plus sur ce que vous êtes. Ce n'est pas des critères standards, le diplôme, mais on vous évalue sur ce que vous faites. Donc là, il y a la performance, il y a les objectifs. Je peux avoir un bac plus 2 et avec trentaine d'expérience et un bac plus 5 et peut-être le bac plus 2, il est meilleur dans certaines situations. Donc là, ça pose problème. Voilà, donc moi ce que je propose, c'est, là je donne 3 cas, c'est-à-dire pour les intervenants. Donc le premier cas, il y a des professionnels qui se portent volontaires et bénévoles. Ouais. Et là, c'est vraiment pour encourager, pour partager leur savoir-faire. Et là, par exemple, j'ai quelqu'un qui est responsable ressources humaines dans une grande boîte qui intervient depuis 5 années, mais c'est par passion, par plaisir, parce qu'il veut transférer son savoir et c'est pas pour une contrepartie. Donc là, il y a du bénévolat. Le deuxième cas, il y a des personnes qui acceptent. Le principe, c'est que c'est par diplôme, j'accepte et je vais assurer la formation. Mais le problème qui se pose, des personnes qui, bon, bien sûr, parce que déjà à El Jadida, des fois, par exemple, parce que moi, j'habite à Casablanca, j'ai des contacts à Casablanca, mais quand je propose d'intervenir, donc avec les frais de déplacement, etc., à Casa, peut-être dans des centres de formation, peut-être il est payé à 700 000 dirhams de l'heure. Donc, vous allez comprendre voilà, la situation. Merci d'avoir apporté ces précisions. Donc, après avoir écouté le monde de l'université, nous allons écouter le monde de l'entreprise. Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous, c'est Mohsin Lakhdissi, un grand monsieur, président de Neocassia Agridata, mais connu aussi sur tout ce qui est digital. D'accord? Alors, Mohsin, marhaba bik maana. Alors, quel est votre point de vue sur cette relation université-entreprise et comment la voyez-vous se développer dans les années à venir? Alors, merci déjà, Si Mohamed. C'est toujours un plaisir de vous revoir et de partager le panel avec vous. C'est un grand plaisir aujourd'hui pour moi d'être dans ce forum de l'emploi d'El Jadida, dans cette belle ville que j'aime beaucoup, avec des amis que je connais. Je remercie beaucoup le comité d'organisation pour cette opportunité et cet espace d'échange extraordinaire. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire au travers de ce genre de manifestation. Alors, j'ai un peu effectivement écouté avec beaucoup d'intérêt ce qui a été dit. Effectivement, moi je suis quelqu'un qui vient de l'entreprise, mais en même temps je suis quelqu'un qui n'a jamais coupé les ponts avec l'université. J'ai enseigné depuis 2000, donc ça fait 18 ans que je fais de l'enseignement. Je suis toujours enseignant, donc que ce soit dans des écoles privées, dans des universités publiques. Je fais des vacations, j'étais proche des écoles d'ingénieurs puisque j'ai été membre du conseil, parce que j'étais en fait président d'une association de lauréats. J'anime des compétitions pour les universités et au sein des universités. Alors ce que je constate de manière globale, c'est que, première des choses, cette relation entreprise-université, c'est une relation qui est fondamentale, qui est, je dirais, cruciale. Aujourd'hui, on est dans une ère où beaucoup de choses sont en train de changer, beaucoup de choses vont changer dans l'avenir. Le nerf de guerre, c'est les ressources humaines, c'est le capital humain, c'est ce capital immatériel. Aujourd'hui, les guerres qui se livrent entre les pays à l'échelle mondiale, c'est des guerres sur la matière première et c'est des guerres sur la matière grise. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui viennent chaque année, qui viennent chaque mois au Maroc pour recruter des centaines d'ingénieurs, des centaines de profils management pour aller travailler en France ou dans d'autres pays. Aujourd'hui, il y a un vrai besoin, notamment dans cette ère de digitalisation, de certains profils conformes. Donc, il y a une vraie guerre qui est en train de se livrer. Et donc, par contre, on est encore dans une logique où on essaye de gérer le présent et de préparer de manière sereine l'avenir. Or, cet avenir, il est très, très, très difficile à appréhender et on ne sait pas où est-ce qu'on va. Des statistiques du World Economic Forum disent que 30% des métiers qui sont exercés aujourd'hui n'existeront plus en 2020. N'existeront plus. Ça veut dire aujourd'hui, on est en train de former des gens qui ne vont
c'est même pas une question d'employabilité, ils n'ont pas de place dans la société. Et ça, je peux vous donner des exemples de métiers qui ne vont plus exister. Les métiers de relations clientèle, aujourd'hui, une bonne partie des jeunes qui ne sont pas chômeurs le sont ou ne le sont pas parce qu'ils sont en train de travailler dans des centres d'appel. Ça ne va plus exister. En 2030, ça va être des robots. Et on n'aura même pas besoin, en fait, parce qu'il y aura des mécanismes de traduction automatiques basés sur l'intelligence artificielle. Tous les métiers qui sont liés à la logistique, tous les métiers qui sont dans l'industrie, une bonne partie vont être exercés par des robots. Donc aujourd'hui, on est en train de former des personnes qui n'ont pas de place dans la société. Deuxième élément, il y a 30% des métiers qui vont exister en 2030 qu'on ne connaît même pas encore. Le rythme s'est fortement accéléré. Je comprends très bien, moi j'ai été dans une commission pédagogique où on a travaillé sur la refonte des filières. Et je sais que c'est un processus qui est très lent, c'est un processus qui est douloureux, j'allais dire. C'est un processus qui est très administratif. Mais aujourd'hui, et je le dis avec conviction sur la base de quelques années d'expérience, il faut qu'on soit courageux au niveau administratif, courageux au niveau juridique pour aller de l'avant parce que si on ne gagne pas cette bataille de la matière grise, cette bataille du capital humain, on est en train de compromettre de manière vraiment très forte notre avenir dans ce monde digitalisé. Donc, alors, je vais revenir sur certains sujets parce qu'en fait, j'ai été interpellé par un ensemble de choses, notamment sur l'enseignement de l'entrepreneuriat, sur les vacations, Il y a toujours des moyens de faire. J'ai vu des expériences très intéressantes. Bien entendu, ça nécessite un peu de courage administratif, juridique, mais il y a moyen de faire. Je connais des écoles, des universités qui ont fait appel à du privé pour faire de l'intermédiation, pour avoir des profils vacataires qui sont mieux payés, qui sont expérimentés et qui apportent leur valeur. Donc c'est quelque chose qui est possible. Il y a également en termes de sollicitation du privé, des entreprises, des possibilités de partenariat public-privé pour certains volets sur l'entrepreneuriat. Donc il y a des moyens de faire. Je sais que c'est difficile, mais c'est important pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de nos enfants, de faire ce travail-là. Je reviens également sur la question de l'entrepreneuriat. En fait, aujourd'hui, l'université, je suis tout à fait d'accord avec Sihilal, n'a pas pour vocation de sortir, en fait, de faire de l'insertion. Mais en même temps, l'université a un rôle qui, à mon sens, est beaucoup plus important que juste le savoir. C'est d'inculquer des attitudes. Parce que si on n'a pas une attitude, on ne peut pas prendre de l'altitude. Et aujourd'hui, ce qui manque dans nos jeunes, des fois ce qui est complètement compromis lors des 3 ans ou 4 ans ou 5 ans d'université, c'est beaucoup plus cet aspect attitude. C'est en fait, ils sortent de l'université déformés, dans le sens où ils n'ont pas cette envie de faire, cette envie de produire, cette envie de créer de la richesse, cette envie de servir leur pays. C'est des valeurs qui sont très très importantes qu'il faut inculquer à nos jeunes lors de leur parcours universitaire. Au-delà de l'aspect savoir, de toute façon le savoir aujourd'hui, il est disponible, il est partout sur Internet. On ne va jamais pouvoir suivre ce qui se fait et la cadence avec laquelle il se fait. Par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est d'intégrer cet aspect valeur, cet aspect attitude, au-delà des soft skills. Ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de façon de voir, de mindset. Ce mindset, il est fondamental. Et je crois que s'il y a un rôle à jouer par l'université, bien entendu, le rôle, il est déjà au niveau de l'éducation primaire, secondaire, mais c'est inculquer cet aspect qui est, à mon sens, fondamental. Par expérience, en fait, on avait à un moment donné dans l'école où j'ai étudié, mené une enquête sur les gens qui ont créé des entreprises. Et ce qu'on a découvert, c'est que à 80%, c'est des gens qui ont fait du travail associatif, du para-universitaire quand ils étaient à l'école. Donc il faut qu'on pousse. Avec le para-universitaire qu'on considère comme khadra fouq ta'am, ou des fois c'est un casse-tête pour l'administration, les activités, c'est ça qui crée avec le citoyen de demain, celui qui va prendre les rênes de son avenir et de l'avenir du pays. Donc, bravo. C'est vrai que c'est important. Donc vraiment, essayons je me sens responsable parce que moi aussi je fais de l'enseignement. Et cette responsabilité nous incombe à nous tous. Parce que
d'elle dépend l'avenir de nos jeunes et donc l'avenir par conséquent du pays. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez les statistiques, il y a 4 millions de jeunes entre 15 et 25 ans qui sont des NEET. Ni emploi, ni travail, ni enseignement. C'est une catastrophe, c'est une bombe à retardement, c'est tout ce qu'on peut dire. Et aujourd'hui, c'est une responsabilité qui nous incombe. Donc il faut qu'on soit à la hauteur, il faut qu'on ait le courage. Nos ancêtres nous ont légué un Maroc, il faut qu'on lègue un Maroc qui est aussi bien, aussi accueillant, aussi performant à nos enfants. Donc essayons de dépasser cela. L'entreprise doit être responsable, l'entreprise doit avoir une responsabilité sociale et doit être citoyenne. On est obligé de l'être parce que si on ne l'est pas, à un moment donné, on ne va plus retrouver de ressources. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Il y a beaucoup de départs à l'étranger, notamment dans certains secteurs, et donc on va se retrouver. Donc il faut qu'on soit citoyenne et qu'on développe cette citoyenneté, et de là dépend notre avenir à nous tous. Voilà. Merci Mohsin, merci pour cette contribution. Très très rapidement, Monsieur le Vice-président, est-ce qu'au sein de l'université, il y a un conseil d'université dans lequel siègent des entreprises? Oui. Et ils sont toujours là, fidèles? Est-ce qu'ils participent à mettre en place les syllabus, etc. ou... Quel est le rapport? Le conseil de l'université ne rentre pas vraiment dans le détail pédagogique, mais dans la stratégie, les orientations, les grandes orientations de l'université. Et nous avons des composantes entreprises, des composantes chambres, président des chambres et tout ça, des composantes des communes, de la région, et les enseignants-chercheurs, les étudiants aussi représentés, et les administratifs. Ça, c'est les grands... Et leur contribution, vous la jugez satisfaisante, peu satisfaisante, les entreprises? Si, très très satisfaisant. Si à la porte ici, à Jdida, il y a véritablement une espèce d'osmose et de synergie qui se fait. Tout à fait. Ils interviennent, ils donnent, ils essayent de donner leur point de vue, d'intervenir dans les orientations et la stratégie de développement de l'université. Est-ce qu'il y a des accords sur des stages ou quelque chose dans ce sens? Il y a des accords avec des entreprises directement. Directement. Mais ils ne sont pas toutes les entreprises dans le conseil de l'université, mais quelques entreprises. Très bien. Le nombre de sièges, il est très limité, donc il est pour... Merci beaucoup, merci beaucoup. Comme le veut la tradition, nous avons écouté les panélistes. Il vous revient de poser des questions. Je sais que c'est toujours difficile avant 13h, mais nous sommes là, en plein mouvement et en plein dynamisme, de poser au moins 3 questions. Messieurs, mesdames, je vous écoute, ne vous écoutant. Madame, on dirait que vous êtes dans un autre monde. Non, hein? Allez-y, mesdames, pas de questions, pas de choses spécifiques. Toujours, madame. Monsieur aussi veut poser une question? Ou là, c'est juste une... Wahad, Jouj, superbe. D'autres personnes sur cette relation fondamentale entre l'école et l'entreprise, entre l'université et l'entreprise. C'est, je pense, un fondamental. 3, magnifique, on va se limiter. On va donner cette fois-ci aux hommes, parce que vous avez déjà posé la question, et je reviens vers vous pour finir en beauté avant le déjeuner. Monsieur, s'il vous plaît. Merci, je me présente, Ibrahim Moussari. Je voulais, vu qu'on parle d'entrepreneuriat aujourd'hui, je voulais... je suis de Bruxelles, je suis Molen Geek, donc j'ai fondé un incubateur à Bruxelles. Merci. Merci. Exactement, voilà. Je voulais... savoir s'il n'était pas un peu limitant pour les citoyens de autant lier l'université à l'entrepreneuriat, car on sait pertinemment que beaucoup de grands entrepreneurs ont eu un parcours scolaire assez chaotique. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus rendre l'entrepreneuriat beaucoup plus accessible aux NEET dont on parlait tout à l'heure, aux personnes qui n'ont pas de formation ou pas de formation particulière, pour essayer de vraiment créer cet écosystème innovant d'entrepreneuriat, parce que pour certaines personnes, les études, ça représente une création d'une grille de lecture particulière pour les étudiants. Donc ils réfléchissent, pas tous, hein, mais certains réfléchissent de la même manière, donc ils amènent la même solution, alors que les NEET pourraient être plus innovants à ce niveau-là.
et on leur crée, grâce à ce diplôme, on leur crée une zone de confort. Donc ils ont moins envie de risquer parce qu'ils ont un diplôme, donc ils ont plus envie de chercher un travail qu'un NEET qui n'a rien à perdre et qui serait prêt à se lancer dans l'entrepreneuriat beaucoup plus facilement. Voilà. Merci pour cette idée qui peut être discutée, notée. Alors, il y a quelqu'un qui... Oui, monsieur, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je vous remercie l'organisateur de cette manifestation. Ma question sur la plateforme qui est lancée par l'ESD, c'est la plateforme de Islah. Est-ce qu'il y a une conséquence de cette plateforme? Et merci beaucoup. Merci. Merci سيدي. مرحبا بك. داكور بغيتي تسول باللغه العربيه ما كاين حتى شي مشكل. واخا؟ داكور حيت ما تفهمش مزيان السؤال. نتمنى بان الحاضرين والبانيليست يكونوا فهموا. شنو الغرض الشخصي وشنو السؤال ديالك المطروح حيت ما السؤال ديالي هو يعني النتائج ديال واحد برامج ديال الاصلاح. شكرا. مفهوم 100%. Et je finirai avec Mme Barbaoui. S'il vous plaît. Bonjour. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai voulu profiter de cet événement parce que c'est un événement très important de partage et d'ouverture. Je tiens à féliciter encore les intervenants parce que c'était vraiment parlant, très, très fructueux et ça m'a énormément touchée. Et je tiens à féliciter Simoh Hsine parce qu'il a parlé de valeurs à inculquer. Moi, je suis toujours dans les valeurs à inculquer dans un âge très, très, très précoce, vu ma formation. Donc, n'est-il pas le temps, ma question toujours, n'est-il pas le temps de faire revenir Tarbiya al-Wataniya? Parce que nous, on a vécu dans une époque où il y avait Tarbiya al-Wataniya. On a su شنو هو الوطن وعرفنا شنو هو حب الوطن. Donc, je sais pas, je suis curieuse de savoir pourquoi cette matière a été évincée et a été, c'est-à-dire, elle n'est plus sur le programme. Parce que là, on nous a vraiment inculqué ce que c'est le Maroc, on nous a inculqué ce que c'est aimer le pays. Et aussi, n'est-il pas le temps d'inculquer cette, et pas inculquer, mais quand même corriger quelques adages marocains اللي كنقولوا قليل ومقطوع قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع parce que il y a des adages à revoir. Donc اللي بغى يربح العام طويل il y a plein d'adages à revoir et هاد قليل ومداوم وكثير ومقطوع انا كنشوفها c'est vraiment c'est le blocage d'aller vers l'entreprise, d'aller chercher et d'aller courir le risque et d'aller essayer d'autres métiers. Il est temps de changer de paradigme, d'aller vers, au lieu d'aller dans la linéarité, et c'est-à-dire mon père il était menuisier, le petit est menuisier et le petit du petit est menuisier. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'on a cette perception, il y a un changement de paradigme, mais on a besoin encore d'inculquer cette idée et d'intégrer cette idée entrepreneuriale. Moi je le dis et je le répète, dès le jeune âge, les bas âges, comme ça on aura des adultes qui sont prêts à entreprendre. Merci. Merci madame. Merci beaucoup. Khalil Oumdao. Excellentختار. Madame Kpej, je suis gérante d'un cabinet d'accompagnement des entreprises. Donc voilà, moi j'ai une question pour l'université de Jdida, que je ne connais pas très bien. Est-ce qu'il y a des partenariats signés entre l'université et des entreprises dans le domaine surtout de la recherche? Je parle bien de la recherche non pas fondamentale, donc elle reste la recherche appliquée. Ce serait bien pour l'université comme à l'étranger d'avoir justement des sujets de recherche mais à but appliqué. Et moi c'est une question que je me pose, est-ce qu'il y a des partenariats déjà signés dans ce sens? Merci. S'il n'y en a pas, vous êtes prêts à signer si j'ai bien compris, c'est ça? D'accord. Tout le monde a été interpellé. Mohsin, Bdaouk, alors en fait je crois que la question de l'entrepreneuriat, déjà la question de la citoyenneté. Aujourd'hui, au-delà, effectivement, il y a des cours, il y a des matières. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, déjà, pour atteindre une cible de jeunes, et madame a tout à l'heure parlé de génération Y, même fausse le cours, moi j'enseigne dernièrement, les dernières années,
il y a, en fait, le prof, il enseigne, les étudiants, là, il est toujours sur son portable, il est en train de regarder. Chez Maras, il est en train de vérifier ce que dit le prof. Et en fait, l'information que dit le prof n'a rien de nouveau pour l'étudiant, puisqu'il a accès à des informations peut-être encore plus riches. Donc, on doit passer de la centralité du prof à la centralité de la classe collaborative. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être dans la même logique. Le prof, il est fondamental, il est important, c'est la cheville ouvrière, c'est un pilier. Mais il faut être dans une logique collaborative. Et là, on fait des méthodes qui ont fait leur preuve ailleurs, comme la classe inversée. C'est des choses qui existent, mais il n'y a rien à réinventer. Et ça, c'est des choses qu'on doit mettre en place très rapidement. Parce que sinon, les jeunes ne sont pas là. Et en fait, même si on veut enseigner la citoyenneté, ou la inculquer, ou la éduquer sur des sujets comme ça, il faut passer par de nouveaux médias. Et il faut passer aux jeunes là où ils sont. Et en fait, aujourd'hui, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut être à ce niveau-là. Il faut pouvoir produire du contenu éducatif, du contenu d'enseignement de haute qualité sur ces nouveaux médias. Une deuxième remarque sur la partie entrepreneuriat. Moi, je dirais, je peux peut-être aller plus loin pour dire qu'on doit apprendre l'entrepreneuriat et l'innovation, mais aux enfants, mais des enfants. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un test qui s'appelle le test du trombone. Le test du trombone a été fait fin des années 60. Ça a été fait en fait avec des enfants qui ne sont pas encore scolarisés, des enfants qui ont 1 à 2 ans d'années de scolarité et des enfants qui ont 6 ans de scolarisation. Où on leur a montré un trombone. Et on leur a demandé à quoi ça peut servir. Alors, figurez-vous, les enfants qui ne sont pas scolarisés ont pu trouver entre 150 et 200 utilisations du trombone. Ceux qui ont 2 ans de scolarité en ont trouvé moins de 70. Ceux qui ont plus de 6 ans de scolarité en ont trouvé moins que 10. Quelqu'un comme moi qui a beaucoup de scolarité va trouver bien entendu une seule réponse. On enseigne à nos enfants, à nos étudiants qu'à une question, il y a une seule bonne réponse. Et ça, c'est très mauvais. Le système d'enseignement lui-même, d'évaluation, de tests, d'examen, il fait qu'on tue l'innovation. Et donc aujourd'hui, si on veut apprendre l'innovation entrepreneuriat, c'est peut-être effectivement avec, et je suis tout à fait d'accord avec en fait le premier intervenant, des fois il faut aller chercher des gens qui ne sont pas trop scolarisés parce qu'on les a malheureusement déformés. Une autre question qui est importante à ce niveau-là, c'est la valeur de l'entrepreneuriat. Oui, il y a des choses dans nos proverbes, les mumkin yakunu ghaltin, mais il y a également des modèles extraordinaires d'entrepreneuriat dont on ne parle pas. Un agriculteur, c'est un entrepreneur qui a une intelligence extraordinaire. Un agriculteur, c'est un gestionnaire de portefeuille. فاش كيكون عنده 10 الكتارات وهنا في دكاله كيدير 2 الكتارات مع لا كوزومار في ان كولتور ا فيبل كو فيبل ريسك فيبل فالور اجوتي وكيدير شي 2 الكتارات في كذا وكيدير 4 الكتارات ديال l'agriculture fruitière et en fait il est en train d'équilibrer son risque. C'est très intelligent. الفلاح البنكه ديالو هي لو بيتاي. Qu'il y a la banque de détail ou qu'il y a la banque de bétail. Parce qu'en fait, le fellah, quand il a de l'argent de plus, il fait de l'épargne dans le bétail. Quand il a besoin d'argent, il vend le bétail. C'est son crédit, c'est son épargne. Le fellah, et en fait, il y a des modèles. Il a une assurance. Son assurance, c'est la terre. Et sa banque, c'est le bétail. Et l'assurance alimente la banque et la banque alimente l'assurance. Parce que avec le bétail, كياكل داكشي اللي كيبقى من الارض وهذاك le résidu ديال le bétail هما اللي qui sont des engrais de la terre. Il y a un système extraordinaire qui construit autour d'un modèle d'entrepreneuriat. دائما فاش كنبغيو نونسيو l'entrepreneuriat كنهضروا على بيل غيتس وايلون ماسك وستيف جوبز وكذا. Non, il y a des entrepreneurs. حتى هذاك l'artisan, هذاك le menuisier اللي خدام بهذاك الورشه ديالو كذا راه c'est un modèle d'entrepreneuriat. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui RIF l'artisanat, il y a des modèles extraordinaires à soulever. Et ça, c'est également le rôle de l'université. S'il y a un rôle également à l'université, c'est de pouvoir capturer, modéliser les modèles locaux pour pouvoir en faire quelque chose qui est utilisable et réutilisable à l'échelle mondiale. Voilà. Merci beaucoup, Mohsin, de ta passion. Madame, merci. Merci.
Alors là, juste une précision. Tout à l'heure, les taux de chômage que j'ai avancés, c'était dans le milieu urbain, parce que c'est le milieu urbain qui est plus touché. Donc, pour les 15-24 ans, 38% dans le milieu urbain et 20% au niveau national. Donc, juste une précision. Alors moi, ce que je propose, c'est-à-dire la démarche qu'il faut suivre pour la promotion de l'entrepreneuriat, c'est que il faut suivre un processus. Par exemple, la première étape, c'est de faire un diagnostic. Tout d'abord, on va voir quels sont les besoins, quels sont les obstacles, quels sont les problèmes rencontrés. Ensuite, il faut identifier les opportunités. Ensuite, mobiliser les ressources. Et enfin, et surtout, l'entrepreneur, il doit avoir les capacités d'entreprendre, c'est-à-dire soit par la formation, l'apprentissage, l'expérience, et surtout être capable de s'adapter au changement. Donc, alors les actions qu'on peut mettre au sein de l'université, c'est-à-dire à part la formation, c'est qu'on peut, puisque l'entrepreneuriat, ça demande la prise d'initiative, l'autonomie, on peut mettre en œuvre des actions pour encourager les étudiants à prendre l'initiative, à être autonomes, à innover. Et par exemple, cette année, donc la promotion du Master Management des ressources humaines, donc ce sont eux qui ont pris l'initiative d'organiser un forum estudiantin sur les nouvelles tendances RH, qui a été organisé à la faculté polydisciplinaire El Jadida et qui a eu un grand succès puisqu'ils étaient vraiment, ils ont c'est-à-dire présenté des interventions vraiment intéressantes. Donc là, ça leur donne le goût de prendre le risque de faire quelque chose par eux-mêmes. Donc un autre point, c'est qu'il faut, même si, comme a avancé Monsieur le vice-président, c'est que c'est difficile d'enseigner l'entrepreneuriat partout parce que il y a l'effectif assez important, mais c'est-à-dire il faut y penser. Et là, je donne un exemple. Par exemple, moi, j'ai intervenu dans une filière dans le domaine de la santé, et quand j'ai enseigné la gestion, les étudiants à la première séance, ils sont étonnés. Ils disent la gestion, ça n'a rien à voir avec la santé, pourquoi on nous enseigne cette matière. Mais après, ils prennent goût. Quand on leur explique, finalement, ils voient que la gestion, ça fait partie de leur formation. Vous allez ouvrir un cabinet, vous êtes face à un risque. Comment vous allez, par exemple, si vous choisissez l'endroit de votre cabinet, il faut faire une étude de marché, un diagnostic, un checklist d'emplacement, etc. Le business plan, comment démarrer l'activité, etc. Autre chose, c'est qu'il ne faut pas parler uniquement de l'université et l'entreprise, mais il y a un troisième point qui est la culture, les valeurs et la famille. Et là, je donne un exemple. Donc, toujours, il s'agit d'un étudiant entrepreneur. Mais même s'il a réussi son projet, donc il a lancé une marque de vêtements et il a une marque déposée au niveau national et actuellement même en France, il a eu la marque déposée. Mais quand il a démarré avec son argent de poche. Il a démarré avec 3500 dirhams et il n'a pas informé sa famille. Ses parents n'étaient pas au courant jusqu'à la mise en œuvre du projet. Pourquoi ? Parce que tout simplement son père, il était un banquier. Après, il a pris le départ et il s'est lancé dans l'entrepreneuriat en créant la première entreprise de supermarché online au Maroc. Au départ, ça a marché, mais après, à cause de la mauvaise gestion, donc là on revient à l'accompagnement, c'est que ce problème on le trouve même dans le cas des coopératives, c'est que des fois on mélange le budget personnel avec le budget de la coopérative. Donc là des fois on n'arrive pas à bien gérer, on n'a pas une comptabilité claire, etc. Donc là c'est la mauvaise gestion et le fait qu'il y a eu l'échec du père. Donc le père, il n'a pas accepté que son fils s'aventure dans l'entrepreneuriat. Mais finalement, le fils, il a réussi. Donc là, il faut également l'encouragement de la famille d'instaurer cette culture d'entreprise. On a également le learning by doing, donc il n'y a pas que le diplôme, il y a l'expérience, l'apprentissage par expérience. Et je reviens au problème de financement des vacataires. Pourquoi pas proposer un cofinancement entre l'université et l'entreprise, ou bien même l'entreprise, elle peut mettre à disposition ses salariés pour assurer une formation, parce que finalement ils mentorent leurs futurs cadres, peut-être les financer pour
pour les recruter par la suite. Merci. Merci Madame Rabhi. Monsieur le Vice-président. Merci beaucoup. Donc, pour répondre, on a dit que à peu près 700 000 étudiants au Maroc pour 12 000 enseignants. Donc, ça fait un enseignant pour 60. Il y a des secteurs comme les sciences juridiques, économiques, c'est à peu près un enseignant pour 180, 150 étudiants. Nous sommes obligés de former des gens employables, adaptables et mobiles, parce qu'on forme vraiment de manière large, pas sur une compétence très pointue, mais qui peuvent s'adapter, évoluer. Donc ils ont le bagage, ils ont les formations transversales, lier l'université à l'entrepreneuriat. Nous le faisons, nous avons démarré depuis 2009 à le faire, mais nous voulons lier l'université à des compétences qui sont des outils qui peuvent aider, faciliter l'insertion du lauréat. L'enseignement en présentiel, il a toujours sa place, il aura toujours sa place. Moi, devant mes étudiants, je leur ai dit, 1 heure de formation à l'université est équivalente à 4 heures de travail personnel. Ça, c'est une équation qu'il faut. Il y a des jeunes qui travaillent. Vous savez, être lauréat d'une faculté, c'est pas facile. C'est pas facile. Vraiment, c'est celui qui le mérite. Sortir de la faculté avec un diplôme, c'est pas évident vu le milieu. Mais il ne faut pas oublier notre contexte économique. Je prends l'université Chouaïb Toukali à El Jadida. Un budget annuel de X pour 23 000 étudiants. Vous prenez la même université, par exemple au Portugal. Je ne dis pas l'Allemagne ou la Finlande ou la France. Au Portugal, c'est 10 fois X. Nous faisons ce qu'on peut. On fait plus. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On peut faire nettement mieux. On peut améliorer des choses. On peut rien qu'avec les relations du milieu extérieur et des entreprises améliorer beaucoup de choses. Je vous dis un exemple. Nous avons INJES, nous avons EFE et nous avons l'OCP hors cadre, l'association de l'OCP hors cadre. Ils font un travail merveilleux, bénévolement, sans aucune contrepartie. Les partenariats signés entre l'université et l'entreprise, il y en a. Dernièrement, nous avons 4 projets avec l'OCP pour 7 millions de dirhams. Nous avons d'autres entreprises qui sont à El Jadida, ou bien à Casa, ou bien à l'étranger. Même des entreprises à l'étranger, c'est les problèmes de chimie, des corrosions des matériaux vu le climat et l'humidité, et des problèmes des énergies renouvelables, des problèmes de traitement des eaux, et aussi pas seulement avec les entreprises, mais avec la communauté. Nous avons fait des études pour la ville d'El Jadida sur l'éclairage, sur la circulation, sur la mobilité, et ainsi de suite. Juste un exemple. Nous avons des lauréats qui sont partis, même avant la diplomation, qui sont partis pour faire un cursus de 6 mois, d'une année dans des écoles d'ingénieurs à l'étranger. Ils étaient parmi les premiers. Des lauréats diplômés de l'université Chouaïb Toukali, ils sont à l'étranger, ils étaient dans des boîtes très, très, très connues et très de renommée mondiale. Ce qui prouve, c'est que notre étudiant marocain, il est apte, il est bien, mais lui, il faut lui ouvrir des horizons. Mais pour lui ouvrir les horizons, il faut libérer les mains et la gestion dans l'université. Il faut la libérer. Je ne comprends pas pourquoi il y a des choses qu'on doit respecter et suivre au niveau national, alors que chaque université peut exceller dans son environnement local. Jdida, c'est pas Oujda, c'est pas Tanger, c'est pas Marrakech, c'est pas Agadir. Il faut libérer les universités. Et je vous donne un exemple très simple, ça peut vous faire rire, mais très concret. Les réunions avec les finances, je leur dis toujours que le seul secteur qui peut tout acheter, c'est l'université. Il n'y a aucun secteur qui peut acheter tout
sauf l'université. Vous prenez le ministère des Finances, votre ministère des Finances, je leur dis comme ça. Vous achetez de la bureautique, vous achetez du papier, du consommable informatique. Nous, on achète des crevettes, on achète de la menthe, on achète des persils, on achète des moutons, des veaux, des cœurs, de l'œil, des platines, de l'or, ce que vous voulez. Donc, pourquoi cette gestion imposée à l'université comme un département ministériel? C'est insensé, ça n'a aucun sens. Madame tout à l'heure a parlé des paiements des vacataires. Les filières professionnelles à accès régulé imposent un volume 30%, il doit être fait par des vacataires des entreprises. Les étudiants de ces filières doivent obligatoirement faire un stage dans l'entreprise, pas au sein de l'université, pas un projet de fin d'études théoriques, mais obligatoirement dans l'entreprise. Mais quand je prends un banquier qui a un bac, mais qui a 30 années d'expérience, 30 années d'expérience, c'est plus qu'un doctorat, c'est un expert. Et je le paye à 100 dirhams l'heure. Est-ce que c'est raisonnable? C'est pas raisonnable. Il ne cherche pas la charité, mais il dit, payez-moi juste le déplacement. Il vient de Casa, il vient de Rabat, mais on lui paye le déplacement. Mais c'est pas normal. Et ça, c'est figé dans les textes. Donc, vous voyez, il faut libérer les mains de l'université. On peut faire nettement beaucoup de choses. Les partenariats qu'on a pour des problèmes de recherche, c'est un exemple très. Moi, je dis que la province, les gens de la province, quand ils veulent lancer une étude, par exemple, réaménager une mosquée, réaménager un mur, travailler l'assainissement, n'importe, il faut donner l'étude à l'université. Parce que la mosquée, elle est peinte par une peinture, une couleur. C'est toute une étude derrière. C'est pas seulement je prends, allez, au blanc, au bleu. Non. C'est un mur, le mur de d'Ezmour ou bien d'El Moulay Abdallah. Mais on a mené une étude très importante. Avant de restaurer, il faut voir toute l'histoire, toute la géographie, toute l'archéologie, et ainsi de suite. Donc nous sommes prêts à donner ça. Une dernière question, Eslah. Eslah, c'était un programme européen pour le mettre en place dans des universités marocaines où l'étudiant en année de diplomation, c'est-à-dire en fin de formation, de son cursus de formation, doit s'inscrire pour deux raisons. D'abord, avoir le profil du diplômé. Ce diplômé, de quel milieu, avec quel bac, quelle moyenne, qu'est-ce qu'il a réussi, qu'est-ce qu'il n'a pas réussi, comment il a suivi ses études, comment il a eu... Vous voyez donc l'impact du rang social de la famille, l'impact de la formation initiale de l'étudiant, l'impact du milieu où il vit, l'impact s'il est boursier ou n'est pas boursier, de quelle filière il était inscrit. Toutes ces données, leur impact sur la formation. Deuxième point fort de Eslah, c'est le suivi de l'insertion. Mais l'étudiant, quand il est diplômé, tout changement dans sa situation professionnelle, il doit revenir à la plateforme avec son code et mot de passe et donner des renseignements. Et nous, on peut tirer des études sur l'insertion et le profil du diplômé. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos intervenants du deuxième panel, véritablement riches en teneur, en contenu et en contenant. Je suis malheureux parce qu'on va se quitter, mais je suis heureux parce que je vais vous retrouver dans 1h30. Donc je vous donne rendez-vous à 3h moins quart exact pour que nous puissions commencer le troisième panel et aborder 1h15 après le quatrième et dernier panel de cette première édition du Forum de l'emploi de El Jadida. On dira, on y était, on est heureux, on baigne dans le bonheur. En mon nom personnel et au nom du comité d'organisation, je remercie Madame et Messieurs les panélistes. على هذا أودعكم ونلتقي بعضنا بعد مضي ساعة ونصف إن شاء الله للورشة الثالثة والرابعة. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vivre avec vous cette matinée et j'attends avec impatience l'après-midi. Merci. C'est un plaisir, c'est vraiment.